On va commencer avec la tradition dans le domaine de la rhétorique et littérature, où la métaphore se fonde sur l'analogie. Cela est l'explication qu'on donne dans ce domaine-là à la formation de la métaphore. Très simplement, Marc est un lion qui est une métaphore, lion est une métaphore. Eh bien, cela s'explique sur le fait qu'on évoque l'analogie suivante. Marc est fort comme un lion. Pour Lacan, l'analogie n'est pas vraiment ce qui fonde essentiellement la métaphore, ou plus précisément qui explique les effets de la métaphore. Pour cela, on va reprendre le mathème de Lacan, qui est le suivant. Donc il y a une barre ici. On met au-dessus le signifiant lion et on ne met pas le signifié de lion. Parce que quand on construit la métaphore Marc est un lion, on n'a plus en tête le lion comme mammifère. On a plutôt en tête un autre signifiant qui est fort. Marc un lion, ça nous évoque le signifiant fort. Mais là aussi, on ne va pas mettre le signifié de fort. On va le reprendre ici, de l'autre côté, le signifiant fort, pour voir quel est le signifié qu'on doit mettre en dessous. Mais c'est là le point, la nouveauté de la part de Lacan. C'est que ce signifié est un X. C'est un X qui se produit à partir du remplacement, de la substitution de lion, le signifiant lion, avec l'autre signifiant fort. Et ce signifiant fort disparaît. Et c'est par l'effet de cette disparition que se produit un nouveau signifié. Et ce nouveau signifié, eh bien, n'est plus seulement le signifié de fort. Ce n'est pas comme dire Marc est fort comme un lion. Hein? C'est évoquer à la fois le signifié de fort, de ce qu'on peut s'attendre d'une personne forte, et aussi de ce qu'on peut s'attendre de la force d'un lion. Mais voilà, on ne peut pas précisément le décrire parce que ça se produit sur la personne même avec cet effet de remplacement. Marc un lion, ça crée un effet particulier et un signifié particulier qui n'est ni celui de fort ni celui de lion. Et donc, la métaphore égale à un signifiant ici le lion qui remplace, qui crée une substitution et donc qui fait disparaître le signifiant fort et donc on met le 1 et qui crée un nouveau signifié. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait parlé et expliqué la métaphore dans la pensée de Lacan. Aujourd'hui, on va expliquer la métonymie dans la pensée de Lacan. Avant tout, on va donner une définition de ce que c'est, ou une explication de ce que c'est la métonymie en général, pour passer ensuite à la pensée de Lacan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métonymie? Faisons un exemple très simple. Je vais aller boire un verre. Ici, un verre, c'est une métonymie. Car avec cette expression un verre, je veux dire aller boire un verre de vin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que j'utilise un mot qui, au départ, est associé à un autre mot. Et en utilisant seulement le premier, eh bien, j'évoque le deuxième sans le prononcer. Et ici, on dit que c'est, dans cette figure rhétorique, dans cette figure de métonymie, on dit que le contenant, le verre, eh bien, il est utilisé à la place du contenu. Un autre exemple est, je vois l'horizon des voiles, eh bien, se réfère au bateau. C'est-à-dire que quand je dis
À l'horizon, je vois des voiles, je veux dire à l'horizon, je vois des bateaux. Ici, habituellement, on dit que c'est, dans ce cas de figure métonymique, on dit que la voile est une partie qui représente le tout, le bateau. Et troisième exemple, c'est Paris à faim. Eh bien, quand on dit Paris à faim, on veut évoquer les habitants de Paris ont faim. Alors, ce qui intéresse à Lacan, c'est surtout ce qui est en commun dans ces trois exemples et dans d'autres exemples qu'on peut citer et qui est aussi accepté par les linguistiques. C'est-à-dire que pour pouvoir créer une métonymie, eh bien, il faut qu'au départ, il y ait déjà une connexion entre signifiants. On ne peut pas inventer cette connexion. Cette connexion doit être déjà présente. Alors que pour une métaphore, eh bien, le sujet peut inventer des métaphores. C'est la subjectivité qui entre en jeu. Bien qu'il y ait des métaphores qui sont partagées par tout le monde, comme pour dire, comme on disait dans l'exemple de la vidéo sur la métaphore, c'est un lion, c'est pour dire c'est une personne très forte, mais il y a tout un tas d'autres métaphores qu'on peut inventer. Alors que dans le cas de la métonymie, non, il y a déjà des connexions préétablies entre deux, trois mots, et grâce à cette connexion, après, on peut créer une métonymie en utilisant un mot et l'autre ou les autres, eh bien, disparaissent. Et c'est le cas des trois exemples que je viens de faire, que ce soit pour boire un verre, c'est verre connecté à vin. J'aurais pu dire aussi allons boire un rouge, hein, pour dire rouge, un verre de vin rouge, dont un vin rouge. Hein. Ou bien, dans le cas de, je vois l'horizon des voiles pour des bateaux, eh bien, il y a déjà une connexion au départ entre voiles et bateaux, et ainsi entre habitants et Paris, quand j'ai prononcé l'exemple, Paris a faim, c'est les habitants de Paris qui ont faim. Donc, ce qui intéresse surtout à Lacan, c'est cet aspect-là, c'est qu'il y a une connexion entre mots, entre signifiants. Mais maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce que Lacan écrit avec un algorithme ce qu'il pense de la métonymie. Alors, on commence par f qui est une fonction. Entre parenthèses, ici on a des signifiants. Un signifiant ici égale signifiant, une barre et ainsi de suite. Alors, maintenant, je vais expliquer ce que cela signifie. Donc, on va commencer par ici. Ces signifiants, donc S, point, 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 avec S ici entre parenthèses, eh bien, c'est le fait qu'il y a des signifiants qui coexistent entre eux, qui sont connectés entre eux. Verre, vin, voile, bateau, habitant, Paris. Et donc, parmi ces connexions qu'on a déjà ici, par exemple, habitant de Paris, on en choisit un, Paris. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner cela? Eh bien, ça va donner, quand on va prononcer, donc, on va créer la figure métonymique avec le mot Paris, Paris à faim. Paris à faim. Eh bien, le signifié, donc la signification que engendre cette figure-là, eh bien, ne outrepasse pas la barre, la fameuse barre entre signifiant et signifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'elle ne crée pas un nouveau signifié. Donc, c'est pour ça qu'on met entre parenthèses la barre, c'est-à-dire qu'on n'outrepasse pas la barre et on a le signifié qu'il y avait au départ. C'est-à-dire, le signifié au départ, c'était les habitants de Paris ont faim, Paris a faim, eh bien, engendre la même signification. Il n'y a pas une signification en plus qui se génère. Donc cette figure-là ne dépasse pas, n'outrepasse pas la barre. Par contre, comme on avait vu dans le cas de la métaphore, avec le remplacement, la substitution entre un signifiant et l'autre, va outrepasser la barre et créer un nouveau
signifier, une nouvelle signification. Et ça, donc, c'est un premier point important concernant la métonymie. C'est-à-dire que le signifiant qu'on va utiliser pour créer la métonymie ne va pas outrepasser la barre et va se référer à la signification qu'il y avait déjà au départ. Les habitants de Paris ont faim. L'autre aspect très important, c'est la question des connexions entre signifiants. C'est-à-dire que, et là, Lacan se prend les distances un peu de linguistique, bien qu'il se réfère à Jacobson, qui était tout à fait d'accord sur cet aspect, c'est que l'importance de la métaphore et de la métonymie, c'est surtout lié à les rapports qu'il y a entre signifiants. Dans la métaphore, c'est un remplacement entre un signifiant, substitution entre un signifiant et un autre. Ici, c'est la connexion entre un signifiant et l'autre. C'est-à-dire, quand vous allez dire « Paris a faim », dans votre tête, vous n'allez pas vous arrêter sur la signification de Paris. Vous n'allez pas penser à Paris comme capitale de la France, Paris comme la capitale de divertissement. Non, vous allez soudainement déplacer votre attention sur ce signifiant qui est connecté et qui n'est pas prononcé, qui est les habitants. Donc, ce n'est pas au signifié qu'on se réfère de la parole qu'on utilise, mais c'est au signifiant qui est connecté. D'où l'importance, dans cette première partie de la formule, de la connexion entre signifiants. Et c'est cela qui permet la création de la figure métonymique, et c'est cela qui explique aussi qu'après, nous n'avons pas une référence à un signifié en particulier d'un signifiant, mais c'est le signifié qui est déjà au départ dans l'expression, ici exemple, les habitants de Paris, Paris a faim, se réfère à la même signification. Alors que dans le cas de la métaphore, la substitution crée une nouvelle signification à un nouveau signifié. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir. Bien, aujourd'hui, on va reprendre la métaphore et la métonymie dans la pensée de Lacan, mais avec un exemple concret. C'est un exemple d'oubli que Freud examine déjà en 1898. Alors, quel est le contexte de cet oubli? On est en septembre 1896, lorsque Freud va en excursion en voiture en Herzégovine, et là, il est en train de parler avec son voisin des mœurs des Turcs en Herzégovine et en Bosnie, et à un moment donné, il va s'arrêter sur un argument qui lui plaît et qui voudrait que son voisin aille voir, voilà, les fresques de Orvieto, de la cathédrale de Orvieto, qui sont des fresques peintes par... Oh, et là, le mot du peintre ne lui vient pas à l'esprit. Il voit très bien le tableau devant lui, de manière très claire, mais il n'arrive pas à se souvenir du peintre, du nom du peintre, et là, il doit avouer à son interlocuteur qu'il n'arrive pas à se rappeler de ce nom. À la place de ce nom, il y a deux autres noms de peintres qui lui viennent à l'esprit, qui sont Botticelli et Boltraffio. Et pendant des jours, Freud essaiera de se souvenir du nom du peintre des fresques
de la cathédrale d'Orvieto sans y parvenir. Jusque quand il rencontre un Italien qui lui dit le nom du peintre qui est Signorelli. Et Freud sait directement dire le prénom qui est Luca, Luca Signorelli. Les jours qui suivent, Freud, est curieux de savoir comment est-ce possible que le nom d'un peintre très connu ne lui vienne pas à l'esprit. Et à partir de là, il décide d'appliquer la technique qu'il applique pour les rêves, technique d'analyse, d'association libre. Et à partir de là, il va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, première opération, c'est de se souvenir des arguments qui étaient entre lui et son voisin de voyage, les arguments qui étaient avant de vouloir parler du peintre Signorelli. Et les arguments étaient autour, comme on disait, des mœurs des Turcs en Herzégovine et en Bosnie. Et ici, Freud raconte l'épisode des expériences de son collègue médecin qui racontait que quand il devait annoncer que un patient, aux proches, donc annoncer aux proches que le patient devait mourir, eh bien les proches disaient « Monsieur », et voilà que ici apparaît « Monsieur », s'il était possible de sauver, vous auriez fait ce qui était nécessaire. Et donc, c'est là qu'apparaît le mot monsieur. Freud dit que, étant donné qu'il avait été pendant plusieurs jours en Italie, il était habitué à parler en italien, et donc le mot monsieur s'était traduit en signore. Et monsieur, donc ici je dis monsieur, mais en allemand c'est R. Et c'est le début de Herzégovine. Mais cela ne suffit pas. Il y avait une deuxième pensée qui était là, mais Freud ne la dit pas à son voisin, toujours au sujet de ce médecin, de ce collègue médecin, qui rapporte une autre histoire liée à la sexualité, en disant que pour les Turcs, c'était tellement important la sexualité que si ils avaient un grand souci de ce côté-là, eh bien, ils disaient « Monsieur, vaut mieux mourir que ne pas pouvoir jouir de la sexualité. » Mais cette pensée, Freud ne la exprime pas. Elle est réprimée, on va dire comme ça. D'ailleurs, Freud décide à ce moment-là, quand il parle avec son voisin, décide de ne pas exprimer cette pensée. Et donc, ici, Signore se réfère à ces deux courants de pensée qui sont autour de la mort et sexualité. Mais cela ne suffit pas pour Freud. Il se dit, mais est-ce qu'il y avait une autre pensée à laquelle je ne voulais pas être au courant à ce moment-là? Et c'est par le biais de ce Boltraffio, donc, qui va y arriver. Parce que Botticelli, c'est le premier nom de peintre qui lui vient à l'esprit, c'est un peintre connu, et qui se relie par Elli à Signorelli.
Par contre, l'autre nom de peintre, Boltraffio, c'est un peintre que Freud connaît très peu. Pourquoi alors lui venir à l'esprit le nom de Boltraffio? Et c'est là que, en pensant à Boltraffio, les dernières lettres de Boltraffio lui viennent à l'esprit le nom d'une ville, Trafoi, où Freud avait passé quelques semaines avant les vacances, et là, il apprend une nouvelle. Il apprend que un de ses patients qu'il avait suivi se suicide pour des questions liées à la sexualité. Et pour Freud, qui était médecin et son analyste, eh bien, ce fut une nouvelle qui l'avait accablé. Et donc c'est par ce biais-là de Boltraffio qu'il arrive à Trafoi et que là se rejoignent le thème de la mort et de la sexualité. Comment Freud interprète tout ça? Eh bien, c'est que ce qu'il ne veut pas, ce qu'il a refoulé effectivement, et donc ce qu'il ne voulait pas qu'il lui vienne à l'esprit certaines pensées, c'est l'épisode, c'est la nouvelle qu'il a reçue à Trafoi. Cette nouvelle se lie au thème qu'il est en train de parler avec le voisin, qui est sur les deux épisodes que raconte son collègue médecin autour des mœurs des Turcs et dans ces deux épisodes, on parle de monsieur, signore. C'est ce signore qui renvoie au thème de la mort et sexualité. Et donc, signorelli, où apparaît le mot signore, c'est ce que à Freud pose un problème. Et à la place de signorelli, il lui vient à l'esprit le peintre Botticelli, où elle ici et elle ici se connectent, se relient, et l'autre peintre, Boltraffio, qui amène à Trafoi, dont il a reçu la nouvelle. Alors, Freud ici fait bien une distinction entre deux axes. Un axe où ce axe en bas, signore et Trafoi, eh bien, condense des pensées. C'est-à-dire qu'à ce niveau-ci, signore, qu'est-ce qu'il fait? C'est un mot qui va condenser une série de pensées qui est autour de la mort et de la sexualité. Comme Trafoi, c'est un mot qui va condenser, qui va se référer à la nouvelle qu'il a reçue et qu'il a effectivement affectée. Ça, c'est le point, c'est ici que Freud est effectivement affecté. Par contre, à cet autre niveau, Freud va parler de déplacement. C'est-à-dire que là où le mot signorelli n'apparaît pas, parce que ce mot signorelli pourrait lui faire revenir à l'esprit le thème de la mort et de la sexualité, et donc lui venir à l'esprit ce thème de la nouvelle, eh bien, il va y avoir un déplacement sur des autres mots. Botticelli dans ce cas-ci, et Trafoi
pour ne pas rappeler le mot trafoi, il va avoir un déplacement sur boltrafio. Et ensuite, il met en lien Bosnie avec Bo et Bo. Donc c'est ici, c'est à partir de là, de ces deux niveaux que Freud même cite, qu'on peut introduire la notion de métaphore et de métonymie. Donc ici, à ce niveau-ci, c'est Signore qui est à la place, qui condense pour Freud des thèmes comme trafoi, va rappeler directement un certain thème, à un autre niveau où, pour ne pas avoir une connexion, pour ne pas se rappeler directement de ça, il y a une connexion, il y a un déplacement avec le mot. Déplacement de signorelli, on a Botticelli, déplacement qui se fait par une connexion de signifiante, elli, elli, et ici, un déplacement de trafoi à boltrafio qui se fait par une connexion signifiante boltrafio. Donc ça, c'est ce qui apparaît dans le texte de Freud. Maintenant, si on applique ce qu'on avait expliqué avec les mots de métaphore et métonymie, on va voir que cela est possible. Bon, déjà, d'une manière intuitive, c'est-à-dire que si on prend une première définition qu'on avait donnée pour métaphore et pour le mot métonymie, eh bien on voit bien que la métaphore, c'est un signifiant qui se substitue à un autre. Ici, signor se substitue, remplace la mort et sexualité, comme trafoi va aussi remplacer la mort et la sexualité. Et définition de métonymie, comme on l'avait donné, c'est une connexion entre signifiants, et la connexion se fait entre signorelli et Botticelli. Donc, de manière intuitive, on voit bien l'application qui peut se faire directement. Bien, c'est la deuxième partie de l'argument qui est métaphore et métonymie appliquée à un oubli que Freud analyse. Et on disait que d'une manière intuitive, on pouvait comprendre comment il y a deux axes, un axe qui est l'axe de la métaphore et l'autre axe qui est l'axe de la métonymie. L'axe de la métaphore, c'est plus exactement celui-ci, c'est signorelli qui va se substituer à certaines pensées, de même qu'ici trafoi va se substituer à certaines pensées. Ensuite, l'axe de la métonymie qui est celui-ci, c'est-à-dire que le signifiant Botticelli va être connecté au signifiant signorelli, comme le signifiant boltrafio va être connecté au signifiant trafoi. Donc, comme on disait dans nos vidéos consacrées à la métaphore et à la métonymie, la métaphore pour Lacan est la substitution d'un signifiant à un autre, et donc voilà, signorelli pour ses pensées de la mort et sexualité, trafoi pour les arguments mort et sexualité, et la métonymie comme une connexion entre signifiants, et donc c'est la connexion entre les noms Botticelli et Signorelli et Boltrafio et Trafoi. Bien, maintenant on va aussi continuer à faire comme ça des rappels au niveau intuitif, c'est concernant le signifié. On disait que pour Lacan, la métaphore produit une nouvelle signification, produit un nouveau signifié, alors que la métonymie ne produit aucun nouveau signifié. Ici, du côté de la métaphore, donc de signorelli et de trafoi, qui remplace d'autres signifiants et donc des pensées.
quel est le signifié effectivement, quel est le signifié que Freud ne veut pas se rappeler? Eh bien, c'est autour de la nouvelle que Freud reçoit à Trafoi. C'est quand il reçoit cette nouvelle du patient qui s'est suicidé. Là, ce qu'il ressent Freud, c'est l'impuissance. Voilà le signifié que Freud a ressenti et que Freud ne veut pas ressentir. Quand Freud ne se rappelle pas du nom Signorelli, c'est parce qu'il dit qu'il ne veut pas ressentir ce signifié-là, ce sentiment d'impuissance. Alors, si on reprend les termes que nous avons ici, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on peut parler de métaphore. C'est que Freud, quand il reçoit la nouvelle en tant que médecin et psychanalyste, il se sent impuissant. Comment se produit la métaphore? C'est que Signorelli, et cela vaut aussi pour Trafoi, ça se peut que Freud pouvait aussi oublier le mot Trafoi. Mais voyons avec Signorelli. Signorelli, ici, Signorelli, eh bien, se substitue aux pensées qui sont autour des signifiants de mort ou sexualité. Rappelons l'algorithme. Ici, on remet mort, sexualité. Et le signifié ici, c'est impuissance. Signorelli, on va reprendre ici, égale Signorelli et voilà l'algorithme de la métaphore. Une métaphore se produit. Donc, lorsque Freud parle, en train de parler, il y a une métaphore qui se produit. C'est à partir du fait qu'il ne veut pas ressentir ce signifié de impuissance. Cette métaphore se produit. Signorelli se substitue aux pensées liées à la mort et à la sexualité, qui est la nouvelle qu'il a reçue, ou ce qu'il veut ne pas dire à son voisin sur les mœurs des Turcs. Signorelli donc se substitue à mort et sexualité qui sont barrés et produisant se référant au signifié impuissance. Dès lors, quand Freud veut se souvenir du peintre du nom Signorelli, il n'y arrive pas, parce que ce serait ce nom-là, Signorelli, qui va engendrer et évoquer ce signifié qui est l'impuissance que Freud ne veut pas ressentir. Donc ce qui est refoulé, c'est le signifiant Signorelli qui engendre cette métaphore. Et donc cela peut s'appliquer après pour le symptôme. C'est-à-dire le symptôme, c'est le refoulement d'un signifiant qui a engendré une métaphore, et donc ce qu'on ne veut pas ressentir, le signifié. Qui ici, c'est l'impuissance. En revanche, la métonymie, c'est cette connexion entre deux signifiants, qui est ici par signifiant celli, elli et elli. Il y a cette connexion qui ne se réfère donc pas à un signifié, mais qui se réfère à un signifiant au nom de Signorelli. Donc ici,
les deux sont connectés, on ne va pas se souvenir de Signorelli, donc grâce à Botticelli, on ne va pas se souvenir de Signorelli, bien qu'il soit connecté. Et en ne se souvenant pas de Signorelli, ce n'est pas un signifié qu'on se réfère, mais c'est au nom, au signifiant Signorelli. Et grâce à ce mécanisme de métonymie, eh bien, le mot, le signifiant refoulé, continue à avoir des effets, continue à entretenir des liens avec la pensée consciente. Donc ici, ce serait mécanisme inconscient, et grâce à la métonymie, on a des connexions qui se font, et on entretient encore, l'inconscient entretient encore avec la conscience des liens. Et de même, cela vaut aussi pour Boltraffio, on peut imaginer que ce qui s'est passé pour Signorelli aurait pu se passer aussi pour Trafoi. Si lors de la conversation, Freud devait se rappeler de cette ville, il est fort probable que Freud aurait aussi oublié ce mot, parce que là aussi une métaphore pourrait se produire. Trafoi, qui, donc ici, on peut, de même, à la place de Signorelli, on pourrait mettre Trafoi, et Trafoi, qui génère ce signifié qui est l'impuissance. Et à vrai dire, c'est le premier, c'est Trafoi qui produit cette sensation d'impuissance. Et donc là aussi, ce qui irait donc refoulé et oublié, ce serait le mot Trafoi. Ce qui apparaît par métonymie, par connexion, c'est le mot, c'est le nom Boltraffio. Boltraffio. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.